Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire. Une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense, potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse, ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques. Mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens, ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune. En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux, c'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète « Planète 9 », une appellation jugée plus séduisante que « Planète X ». Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN, pour tenter de localiser son emplacement. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le Dr Man Ho Chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule. Elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9.
La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites ? Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant. Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice ? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon, découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai ? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur. Grâce à des instruments sophistiqués, comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas ? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique, et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait, peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux UH Charlie de l'espace. Certains l'appellent planète 9, tandis que d'autres préfèrent planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle, vraiment ? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée,
ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire, y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9. Un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 300 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire.
Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine. Espace sombre, mystérieux, froid. Comètes, astéroïdes, planètes, étoiles. Et quelque chose qui se cache là-bas, bien au-delà de Pluton. Oui, il pourrait s'agir de la 9e planète de notre système solaire, celle sur laquelle les gens s'interrogent depuis des siècles. IRAS, qui signifie Satellite astronomique infrarouge, Infrared Astronomical Satellite, a recueilli des données intéressantes en 1983. Cela pourrait être la preuve que la 9e planète se cache là. Personne ne sait si elle existe vraiment. Mais cette découverte a permis de construire un modèle pour mieux comprendre cette éventuelle planète. Et en 2016, les scientifiques ont découvert que certains petits objets spatiaux de la ceinture de Kuiper orbitaient un peu bizarrement. La ceinture de Kuiper est la zone extérieure de notre système solaire. C'est un anneau en forme de beignet rempli de restes de l'époque de la formation de notre système solaire. Tu peux trouver ce beignet au-delà de Neptune. Les objets dans cette région de l'espace ont des orbites étranges, comme si un grand corps avec une forte gravité les repoussait. Toc toc, et voilà à nouveau la planète 9. Selon la théorie, elle pourrait avoir une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de notre propre planète, et être jusqu'à 20 fois plus éloignée que Neptune. L'unité astronomique est égale à la distance entre notre planète et le Soleil. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Mais la planète 9, si elle existe, est à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Il faudrait 10 000 à 20 000 années terrestres à cette mystérieuse planète pour faire un seul tour autour du Soleil. Il est donc plus difficile pour nous d'intercepter ce corps spatial. Il existe une théorie selon laquelle la planète 9 se serait formée entre les orbites de Jupiter et de Neptune, comme le reste des géantes gazeuses de notre système solaire. La force gravitationnelle de l'une de ces deux énormes planètes l'a probablement éjectée de son orbite. Oh non!
Ensuite, la planète 9 a pu être éjectée plus loin des 8 planètes que nous connaissons. Elle a fini par devenir une sorte de déchet glacé, assez petit au début. Mais au fil du temps, la planète 9 a débarrassé son orbite des morceaux de roche et de poussière gelée et s'est finalement transformée en une véritable planète. Selon une autre théorie, il pourrait s'agir d'une planète qu'une autre étoile aurait perdue sur son chemin alors qu'elle passait près de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, la planète 9 ne reflète probablement pas beaucoup la lumière du Soleil, puisqu'elle en est très éloignée. Et les astronomes ne savent pas exactement où ils doivent la chercher. L'espace est sombre, mystérieux et sans fin, évidemment. Mais si nous trouvons la planète 9, ce sera la première preuve solide qu'il y a plus de planètes dans notre système solaire que nous le pensions. Passons maintenant à une exoplanète intéressante située à seulement 90 années-lumière de nous. Une exoplanète est généralement une planète située en dehors de notre système solaire. Celle-ci possède une atmosphère avec des nuages d'eau. Une année sur place dure 24 jours terrestres et la planète voyage autour d'une étoile naine rouge qui est beaucoup moins lumineuse et plus petite que notre Soleil. C'est pourquoi, même si la planète est 8 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil, la température est similaire à celle de notre planète. Cette exoplanète a une taille semblable à celle de Neptune. Elle est également moins dense, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz, contrairement à la Terre qui est constituée de roches. La température moyenne est de 60 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des petites exoplanètes les plus fraîches que nous ayons jamais découvertes. Et plus l'exoplanète est froide, plus nous avons de chances de trouver des nuages dans son atmosphère. Les chercheurs ont découvert plus de 4000 exoplanètes, mais toutes ont été repérées dans la Voie lactée, du moins jusqu'à présent. Pour la première fois, les astronomes ont peut-être trouvé une planète en dehors de notre galaxie. Ils l'ont appelée M51 ULS-1. La planète est située dans la galaxie du Tourbillon, une galaxie spirale distante de 28 millions d'années-lumière de nous. Il y avait autrefois une très jeune mais énorme étoile qui s'est retrouvée coincée dans une danse gravitationnelle avec quelque chose qui pourrait être une étoile à neutrons, le noyau effondré d'une étoile géante, dense ou un trou noir. Le partenaire de danse de l'étoile avait une gravité incroyablement forte. Il se nourrissait de l'étoile et lui arrachait son plasma avec avidité. Puis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet inconnu, peut-être même de la taille de Saturne, est passé par là et a bloqué cette confrontation depuis notre système solaire. À présent, personne ne peut voir ce qui se passe, mais cela pourrait potentiellement être la planète la plus éloignée que nous ayons jamais découverte. Il y a une planète récemment découverte en dehors de notre système solaire. Aussi grande que Jupiter, elle tourne autour de 2 étoiles. Et comme nous pouvons l'observer depuis notre planète, elle passe devant les deux. Le tour complet autour de ces 2 étoiles, qui correspond à 1 an, prend environ 200 jours terrestres. Le jour de la découverte de la précédente planète, les scientifiques ont également découvert qu'elle avait un étrange compagnon. Il s'agit d'un Jupiter extra chaud dont l'orbite autour de son étoile est très serrée. L'année dure seulement 1,9 jours terrestres. Cette planète a une orbite de forme bizarre. De plus, elle se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Si tu pouvais voyager à 57 années-lumière de notre planète, tu verrais quelque chose de rose caché dans l'obscurité. En te rapprochant, il devient plus grand et plus fascinant. Webb, c'est une planète de couleur magenta. À quelques milliards de kilomètres de son Soleil, cette planète est l'une des plus jeunes que les scientifiques aient découvertes. Elle n'a que 100 à 200 millions d'années. Elle est faite de gaz rose, similaire à notre Jupiter. Donc si tu pouvais voler plus près de sa surface, ce gaz t'envelopperait comme un épais brouillard. Plus tu t'approches et plus tu t'enfonces, plus le gaz s'assombrit et prend une teinte rougeâtre. Et regarde le noyau de la planète, il est super chaud. À cause de sa température élevée de 240 degrés Celsius, cette planète est comme un four. La chaleur est la raison pour laquelle la planète brille si fort. Tu remarques aussi que le ciel est rose flou, avec des nuages faits de gouttelettes d'eau gelée, semblables aux nôtres. Il existe une exoplanète 2 fois moins grosse que la Terre, qui est l'une des plus petites planètes que nous ayons jamais trouvées en dehors de notre système solaire. Son diamètre est de 9000 km. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. La planète en question est principalement composée de fer, comme Mercure. Mercure possède un noyau de fer très dense et une croûte très fine, ce qui en fait une curiosité dans notre système solaire. À ses débuts, il est entré en collision avec un corps spatial au moins une fois. Cette collision a arraché ses couches externes, ce qui explique que seul le noyau de fer ferme soit resté.
Peut-être que cette petite exoplanète a également participé à une énorme collision spatiale. C'est ce qui a probablement emporté le manteau de la planète et laissé uniquement son noyau de fer. Ou peut-être s'agit-il simplement du vestige d'une planète gazeuse de la taille de Neptune. L'atmosphère de la planète a pu être soufflée par, disons, une énorme quantité de radiation provenant de l'étoile. Cette planète est à seulement 31 années-lumière de nous, et le jour là-bas dure moins de 8 heures terrestres. La planète est seulement un peu plus grande que Mars. Il est peu probable que des gens s'y installent un jour à cause de ces températures extrêmes qui vont jusqu'à 1500 degrés Celsius. Il pourrait même y avoir de la lave en fusion sur le côté de la planète qui fait face à son étoile. Ces températures sont suffisamment élevées pour évaporer toute atmosphère. Donc cette planète a pu en avoir une dans le passé. En général, les géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas supporter la vie, car elles ont des conditions climatiques, des températures et des pressions extrêmes. Et il n'y a pas de composants qui permettraient de créer la vie. Mais les planètes terrestres plus petites, comme la Terre, ont plus d'ingrédients clés comme l'oxygène et l'eau liquide. De plus, elles ont des températures plus modérées et d'autres conditions. Et pourtant, toutes ces planètes n'abritent pas la vie, bien sûr. Il n'est pas facile de trouver une planète qui offre des conditions similaires à celles que nous connaissons sur Terre, ou du moins les conditions qui permettraient à la vie de s'y développer. Mais voici Kepler 22b, l'une de nos découvertes les plus prometteuses. Elle se trouve à 600 années-lumière de nous, est 2 fois plus grande que notre planète et affiche des températures d'environ 22 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle une super-Terre. C'est une catégorie de planètes différente de toutes celles que nous avons dans le système solaire. Elles sont plus lourdes que la Terre, mais toujours plus légères que les géantes de glace, comme Uranus ou Neptune. Les super-Terres peuvent être constituées de roches, de gaz ou d'un mélange des deux. Kepler 22b se trouve dans la zone habitable de son étoile mère, qui est moins brillante que notre Soleil. La planète a probablement un noyau rocheux. Elle peut avoir un océan, mais elle n'abrite aucune vie. Du moins, nous ne savons pas encore. Il fait toujours nuit sur la planète TRES 2b. Et ce n'est pas une nuit comme chez nous, avec des étoiles qui brillent dans le ciel. Il fait tout noir et extrêmement chaud. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus grande que Jupiter, et sa surface absorbe la lumière mieux que le charbon. Cette surface présente des nuances rougeâtres en raison de l'air brûlant qui y atteint la température de la lave. Sympa. Dans le système solaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car c'est la plus proche de l'étoile, est affreusement différente. 55 Cancri E est si proche de son Soleil que la moitié de sa surface est recouverte d'un océan de lave. Sur l'autre moitié règne une obscurité éternelle. La planète étant en rotation synchrone, elle est toujours tournée dans le même sens par rapport à son Soleil. Entre les deux moitiés de planète, il y a des frontières, des zones de vide complets et angoissants. HD 189733b, je ne répéterai pas, est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile. Vue comme ça, elle est assez jolie. La surface est couverte de motifs bleus et blancs. Mais ces couleurs viennent en réalité de particules de silicate contenues dans l'atmosphère, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que le vent atteint les 8600 km/h, soit presque égal à Mach 7. Pour avoir un ordre de grandeur, sur Terre, le vent atteint les 408 km/h maximum, soit près de 20 fois moins. Le verre qui se crée dans l'atmosphère traverse donc le ciel à l'horizontale à une vitesse hypersonique et détruit tout sur son passage. Le système suivant, dont je n'essayerai même pas de prononcer le nom, voilà, compte 3 exoplanètes qui sont toutes peu à peu détruites par leur étoile. En effet, il ne s'agit pas d'une étoile normale, mais d'un pulsar, le noyau d'une étoile morte tournant très rapidement sur lui-même. Il émet un fort rayonnement électromagnétique dans toutes les directions, pendant qu'il tourne autour de son axe plusieurs milliers de fois par seconde. Les planètes qui gravitent autour de cette étoile sont peu à peu absorbées et, à terme, disparaîtront complètement. Kepler 70 est une étoile naine bleue, passée par le stade de géante rouge il y a 18 millions d'années. À l'époque, 2 planètes gravitaient autour de Kepler 70, la plus proche des deux étant une géante gazeuse comme Jupiter. Elle s'appelle Kepler 70b et elle existe encore,
mais son étoile l'a entièrement consommé et transformé en un amas de roches flamboyants. C'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa surface est plus ardente que celle de notre Soleil. Cette planète a réussi à survivre, mais elle est en train de s'évaporer maintenant et elle pourrait bientôt disparaître. WASP-12b est l'une des planètes les plus tristes et bizarres que l'on connaisse. Son étoile la dévore peu à peu à cause de sa forte gravité et de la constitution principalement gazeuse de cette planète. WASP-12b a déjà pris une forme ovale, étendue vers son Soleil, et elle ne peut rien y faire. Dans 10 millions d'années, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de son étoile. Je dis ça juste pour t'instruire. Si tu t'es déjà demandé quel effet ça fait de marcher sur de la glace et sur des charbons ardents en même temps, sache que Gliese 436b peut te faire vivre cette expérience. Cette exoplanète de la taille de Neptune est très proche de son Soleil et atteint des températures extrêmement élevées. Et pourtant, elle est couverte de glace qui brûle régulièrement. La glace est beaucoup plus dense à cause de l'importante gravité de la planète et elle reste donc solide, même dans des conditions extrêmes. La liste de ces mondes terribles ne serait pas complète sans Vénus, la jumelle diabolique de la Terre. La deuxième planète du système solaire a une atmosphère si dense et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Les éruptions volcaniques sont récurrentes, la pression atmosphérique est environ 100 fois plus forte que sur Terre, et les nuages dont j'ai parlé ne sont pas composés d'eau, mais d'acide sulfurique qui se condensent et se transforment en pluie. Même si tu étais assez courageux ou assez fou pour avoir envie de traverser ces nuages, tu ne pourrais pas le faire. Le vent y est aussi violent que celui de nos plus puissants ouragans. Un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile ne soit pas si éloignée. Il s'agit d'une naine rouge relativement froide, dont la chaleur et la lumière atteignent à peine la planète en question. Les températures là-bas peuvent descendre jusqu'à moins 223 degrés. Pas si loin du zéro absolu. C'est une planète sombre, triste et couverte d'une glace éternelle qui ne fond jamais. Étant donné qu'elle a un noyau rocheux, il se peut qu'elle génère un peu de chaleur et que, sous la surface gelée, se cache un extraterrestre inconnu. Dimidium, une planète située à 50 années-lumière de notre système solaire, est hostile à toute forme de vie pour plusieurs raisons. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie que l'un de ses côtés fait toujours face à son Soleil et que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud atteint des températures de 980 degrés et des vents constants y soufflent à plus de 1000 km/h. Dimidium a beau être une géante gazeuse, elle contient de grandes quantités de fer qui fond et s'évaporent dans l'atmosphère en créant des nuages où le fer se refroidit et retombe au sol, sous la forme d'une infernale pluie de métal en fusion. L'oxygène est considéré comme un élément essentiel à la vie sur une planète. Mais ce n'est pas le cas pour Osiris. Les chercheurs ont été choqués de constater la présence d'oxygène sur celle-ci, ou plutôt autour d'elle, puisqu'elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. À cause de cette proximité, Osiris est une sorte de fournaise, où tout ce qui peut brûler brûle. Elle a aussi un tour d'orbite très réduit. Un an sur Osiris correspond à 3,5 jours sur Terre. L'atmosphère de la planète est constamment balayée au loin et anéantie par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est pas aussi froide ou aussi chaude que les planètes de cette liste. Mais elle est terrifiante à sa façon. C'est une géante gazeuse d'une taille semblable à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. La gravité de cette planète est donc 50 fois plus importante que la gravité de la Terre. Si tu voulais poser le pied sur Corotte Exo 3b, tu serais presque immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est encore une planète four. La température moyenne dépasse les 2200 degrés. Sa surface rocheuse rend le paysage vraiment infernal. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et se transforment en pluie de pierre. Le pire, c'est que Corotte 7b était probablement autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie par la chaleur, laissant seulement ce noyau calciné derrière elle.
On pense généralement que les astéroïdes sont les seuls objets flottants dans l'espace, mais des exemples comme celui de OTS-44 nous ont prouvé le contraire. Et ça glace le sang. Imagine une planète environ 11 fois plus grosse que Jupiter, qui erre dans l'espace sans suivre la moindre orbite. Vu sa masse et sa taille gargantuesque, si jamais OTS-44 entrait en collision avec une autre planète, elle la détruirait et continuerait sa route comme si de rien n'était. Encore plus flippant, les chercheurs pensent qu'il existe des millions de planètes semblables qui attendent simplement d'être découvertes. Il n'y a pas de preuves certaines de leur existence, mais en théorie, les planètes de carbone se sont formées quelque part non loin du centre de notre galaxie. Si l'oxygène entrait dans leur atmosphère, il réagirait avec le carbone et se transformerait en CO2, en produisant des nuages noirs toxiques. Au sol, il y aurait des océans de goudron, des geysers de méthane et de pétrole. Il pleuvrait aussi, mais ce ne serait pas exactement une pluie rafraîchissante. Des torrents de pétrole et d'asphalte liquide prendraient feu au contact du sol. Difficile d'imaginer quelque chose qui survivrait dans ces conditions. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats, et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète.
Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre. Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface.
De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit, badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations.
Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-189733b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques. Et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre.
Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète échangeait de la matière avec son étoile. Elles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles se passent une partie de leurs éléments chimiques. C'est un phénomène courant dans les systèmes d'étoiles binaires très rapprochés, mais c'est la première fois que les scientifiques constatent un tel fait dans une relation étoile-planète. Un système vraiment unique. Franchement, si on me garantissait une sécurité totale, je serais enchanté d'aller faire un tour sur quelques-unes de ces planètes. Et toi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux, et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil, et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ces transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile, car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile hôte. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile, donc il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées, donc il ne fait pas trop froid, et l'eau ne gèle pas en d'épaisses couches de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Donc pendant que nous construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ 2 fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile hôte. En théorie,
les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière, près de l'étoile appelée Teegarden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il abrite au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radio. Les ondes radio peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière, et notre planète émet des signaux radio de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radio auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir, et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN, qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la 3e planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musique provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile, elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite.
Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile hôte détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète, et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la Voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables.
Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de TRAPPIST-1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leur mouvement lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de TRAPPIST-1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4 milliards et demi d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages. Et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri b. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre, et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité.
Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage, et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde. Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre, ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible ? L'avenir nous le dira.